Je voulais faire une remarque incidente. Charb était un ennemi pour moi, était vraiment un sale type, et je n'avais aucun respect pour lui, et je ne vais pas faire le Tartuffe en pleurant. Bien évidemment, il ne méritait pas la mort. Quand j'ai dit, comme d'ailleurs Guy Bedos, que Charlie Hebdo crève, Charlie Hebdo, et là je me réclamerai de la mémoire du professeur Choron, Charlie Hebdo c'est de la merde, et qu'il crève. Charlie Hebdo, c'est pas mes copains. Ils crèvent. Je disais que Charlie Hebdo méritait de disparaître, car de toute façon, c'est un journal qui mérite autant de disparaître que Le Monde ou Libération, car ils ne vendent plus rien. Ils n'ont plus aucun talent, ils ont trahi tous leurs idéaux de départ, hein, et de toute façon, ils sont tenus à bout de bras par l'appareil d'État, c'est-à-dire par l'Empire. Hein, et on voit bien aujourd'hui que Charlie Hebdo, qui était en faillite intégrale, va être sauvé par l'argent de l'Empire, c'est-à-dire des gens soi-disant contre lesquels ils sont censés combattre, c'est-à-dire le sionisme international et la domination américaine, impériale et néocoloniale. Mais je déplore quand même, bien évidemment, la mort, notamment de Wolinski et de Cabu, car c'était effectivement la vieille garde, et même si c'était devenu un peu gâteux et un peu faible, c'est un peu triste, effectivement, à 80 ans, que ces types-là soient flingués. Ils avaient quand même un long parcours et un talent. Mais j'ose le faire remarquer, que s'ils avaient été honnêtes, et que s'ils avaient eu l'honnêteté d'admettre que le Charlie Hebdo pour lequel ils collaboraient maintenant avait trahi totalement le Charlie Hebdo pour lequel ils s'étaient engagés toute leur vie dans leur jeunesse, ils n'auraient été pas là le jour de cette réunion. Wolinski, lui, il avait rencontré Chirac, il était tout content parce qu'il avait pu caresser le petit chien de Madame Chirac, c'était lamentable. Il avait eu la Légion d'honneur aussi par Chirac lui-même. Enfin, il était foutu, qu'il était passé carrément de l'autre côté. Cabu, qui était nul aussi, lui était copain avec le maire de Paris, Delanoë, il se quittait plus. Il avait sa table ouverte, il a même une grande expo, enfin à la mairie de Paris. Donc ils bouffaient tous avec le pouvoir, quoi, quel qu'il soit. Et donc je dirais quelque part qu'il y a une fatalité, une justice immanente. Si Wolinski et Cabu avaient été intègres et honnêtes, et qu'ils avaient fait la même analyse d'ailleurs que fait, Guy Bedos sur ce qui était devenu Charlie Hebdo, ils ne se seraient pas trouvés là ce jour-là. Depuis que Rézère est mort, depuis que Siné n'est plus là, avec eux et tout ça, ils me font pas rire. Et j'ai pas de leçon d'insolence à recevoir de gens qui se sont couchés devant Philippe Val, qui s'est couché devant Sarkozy pour devenir directeur de France Inter. Hein, et je veux dire, leur très grande faute, quelque part, et là, il y a une espèce d'ordre qui nous dépasse, c'est que leur très grande faute a été de cautionner par leur talent et leur longue histoire les saloperies d'un Charb et d'un Philippe Val. Hein. Et malheureusement, ils l'ont payé de leur vie. Je tenais à préciser ça, c'est important. Et justement, Charb, qui était un très grand ami... Ouais. Non, lui, il a choisi son camp. On l'a eu au téléphone au début, hein, il y a un an, là, en pleine bagarre. Et, il a dit à ma femme, mais moi je pense à mon avenir. Il s'est pas gratté, quoi. En tout cas, il a bien fait de rester, parce que maintenant il est rédacteur, c'est ce qu'il voulait. Bon. Rien que pour ça, j'aimerais qu'il se casse la gueule. Comment dit-on, la trahison ne paie pas. Bien sûr, oui, bien sûr. J'ai fait plusieurs conférences avec Adinolfi, et j'ai souvent mis en avant le travail d'Adinolfi. On peut faire un parallèle avec, à l'époque où l'Italie, notamment l'Italie d'Aldo Moro, essayait de s'émanciper de la domination totale américaine sur l'Italie. La domination américaine sur l'Italie correspond à la domination américaine sur la France d'aujourd'hui. Ce qu'ont vécu les Italiens patriotes, qu'ils soient d'ailleurs bourgeois, de droite ou de gauche, dans les années 60-70, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le gaullisme nous a permis de décaler de 30 ans cette soumission. Or, la stratégie impériale, qui était la logique américaine de Gladio, était en fait que les forces qui résistaient à cette soumission américaine étaient à la fois les forces néofascistes de la jeunesse néofasciste italienne et les forces d'extrême gauche, on va dire communistes. Et en fait, la stratégie de la tension et la stratégie impériale américaine à l'époque était de neutraliser ces deux forces de résistance en empêchant qu'elles s'allient dans une alliance, je dirais, de la droite des valeurs et de la gauche du travail, et qu'elles luttent à mort l'une contre l'autre, ce qui neutralisait totalement toute la jeunesse finalement progressiste et résistance italienne. Alors c'était sur une ligne droite des valeurs néofascistes de type évolienne et gauche marxiste. Mais ça donnait le même résultat. Et tout ça a mené à la mort de Aldo Moro, qui à l'époque essayait, contrairement à la ligne Andreotti, de maintenir une certaine indépendance italienne, notamment par rapport au rapport à la Libye, etc. Et qu'on a fait tuer en manipulant l'extrême gauche terroriste, c'est-à-dire les Brigades Rouges. 16 mars 1978, il y a exactement 55 jours.
Peu après 9 h du matin, un commando d'une douzaine d'hommes et de femmes ouvre le feu sur 2 voitures qui se suivent, celle d'Aldo Moro et celle de ses gardes du corps. Il y aura 5 morts, tués par une centaine de balles. Le président de la démocratie chrétienne est transporté de force dans une autre voiture, en stationnement, via Mario Fagni. C'est l'enlèvement le plus incroyable et le plus cruel qu'aient jamais accompli les Brigades Rouges. Cela se passe le jour même où la nouvelle majorité parlementaire, dont font partie maintenant les communistes, doit accorder sa confiance au nouveau gouvernement. On sait aujourd'hui, on a le recul et la culture pour savoir effectivement que les Brigades Rouges ont été instrumentalisées par le pouvoir impérial américain pour tuer Aldo Moro, qui malgré, bien qu'il soit un bourgeois catholique de droite, était quand même essayé de mener, comme il le pouvait, une certaine politique indépendante de l'Italie. Or aujourd'hui, on voit à peu près la même chose déferler en France, à part que sont remplacés, on va dire, les néofascistes italiens et les communistes italiens par en fait les islamistes radicaux manipulant la jeunesse de banlieue en colère immigrée, qui a beaucoup de virilité, d'énergie et qui se retrouve dans une impuissance sous-prolétaire, et de l'autre côté les identitaires, qui sont aussi dans un combat, une inquiétude légitime, mais entièrement manipulée. Et quand on regarde ce qu'il y a derrière les identitaires, qui les aident, qui les sponsorisent, on voit les mêmes, ceux qu'il y a derrière, je dirais, cette banlieue en colère, légitimement en colère d'ailleurs, manipulée par des réseaux de type takfirique. Et effectivement, le but de demain, car aujourd'hui on a eu l'attaque Koulibaly et les frères Kachoui, j'ai du mal à prononcer, on aura demain la contre-attaque identitaire, vous pouvez en être sûr. Des croix gammées, des tags nazis. L'inscription FN en lettres rouges sur la maison de prière musulmane de cette petite ville de Moselle. Des actes comme ceux-là, l'Observatoire contre l'islamophobie en a recensé une vingtaine depuis l'attentat à Charlie Hebdo. À Corté en Corse, une tête de sanglier est accrochée à la porte d'une salle de prière. Sur la mosquée de Saint-Juéry, 4 coups de feu ont été tirés. Franchement, ça fait 23 ans qu'on est là. On est bien avec les autres, avec les voisins, avec les autres communautés. Franchement, ça fait mal au cœur. Malgré tous les mensonges des médias et des politiques et de nos intellectuels souvent communautaires qui disent pas d'amalgame, bien évidemment dans une logique d'amalgame qui est de l'ingénierie, je dirais, médiatique. On sait très bien que on peut le répéter tant qu'on ne veut, pas d'amalgame, l'amalgame est fait. Je rappelle que le peuple de France, on lui a imposé depuis 30 ou 40 ans une immigration massive de type saharienne et subsaharienne qu'il n'a pas voulu, dont il ne voit aucune conséquence positive à part une montée de la délinquance et une montée d'une opposition à la France gauloise, et qu'aujourd'hui, ces gens qu'on a humiliés et insultés en les traitant de racistes alors qu'ils étaient dans une inquiétude et une impuissance et une colère légitime, on leur dit aujourd'hui, vous pouvez exprimer votre colère. Ça, c'est totalement la ligne Finkielkraut. Il ne faut pas stigmatiser les musulmans. Mais la moindre des choses que nous devons aux dessinateurs et journalistes de Charlie Hebdo qui ont été exécutés, c'est de remettre en cause le concept d'islamophobie. Car ils ont traité pendant des années de racistes et d'islamophobes. Et la ligne Zemmour avec un peu plus de nuance et un peu moins de malhonnêteté. Les Français se sont séparés. C'est ça la grande histoire. On pourrait reprendre la phrase du général de Gaulle qui suivait et qui disait une phrase terrible. Les Français et les Arabes, c'est comme l'huile et le vinaigre. Mettez-les dans la même bouteille, ils se sépareront. Donc on en est là. C'est ça la guerre civile, c'est entre les Français et les Arabes. C'est ça la guerre civile. Mais ça commence par la séparation. Je voudrais savoir. Mais c'est tragique. Je trouve ça tragique. Et donc il est évident que ça va péter en France et que les tensions, les affrontements vont se multiplier au niveau de la rue entre les Gaulois en colère et les Français d'origine immigrée en colère, surtout au niveau de l'adolescence. Vous voyez que l'adolescence est le moment de la testostérone, le moment du désir d'engagement et aussi le moment du peu de recul culturel, historique et politique. Ce sont les catégories les plus faciles à manipuler. C'est pour ça que toutes les dictatures, et notamment la nôtre depuis mai 68, s'appuient sur la jeunesse, c'est-à-dire sur les maillons faibles. N'oubliez pas que mai 68 est une manipulation de la jeunesse naïve, arrogante, colérique et violente pour chasser De Gaulle au moment où il essaie de résister à quoi? Au même empire américano-sioniste, n'oubliez pas ça. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Nous sommes exactement dans le même contexte aujourd'hui, à part que le gaullisme a été entièrement écrasé. Il ne reste finalement de gaullisme en France aujourd'hui que le Front National
un peu, et pas totalement malheureusement. On a aujourd'hui une inflexion de plus en plus sur la ligne impériale du Front National, qui pour accéder au pouvoir, au lieu de faire un combat de mener un combat de fond, comme je le mène sur le plan idéologique, court derrière la République laïque, comme Marine d'une certaine manière l'a fait hier, en se plaignant de ne pas être invité à la manif. On vient de nous faire savoir que nous n'étions pas invités à cette manifestation, qui pourtant était censée être organisée dans le cadre d'une unité nationale. Donc qui ne nous a pas invités? Alors que son père, le vieux Jean-Marie, a dit qu'il ne voulait pas du tout marcher dans cette mascarade. Et aujourd'hui, c'est nous sommes tous Charlie, je suis Charlie. Eh bien moi, je suis désolé, je ne suis pas Charlie. Dans le fond, notre mise à l'écart est un hommage qui nous est rendu. Et on voit bien aujourd'hui le paradoxe d'ailleurs, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui en France, en fait, valide le Front National. Or, tout le travail aujourd'hui, c'est de récupérer tout ça en excluant le Front National. C'est très ambigu. C'est-à-dire que l'aboiement de Finkielkraut qui était aujourd'hui qui plastronnait sur la une, c'est de tenir un discours entièrement Front National en excluant le Front National du discours. Ça suffit. Non, j'ai dit ça suffit si vous voulez que je reste sur le plateau. Ce genre de liste, Front National et Alain Finkielkraut, ça suffit. Et puis nous désigner comme islamophobes, c'est vraiment donner des idées, ce genre de liste. Hein. Donc ça suffit. C'est très très ambigu, très malsain. Et malheureusement, l'attitude politique que le Front National devrait avoir est très délicate. Et malheureusement, Marine Le Pen n'est pas aujourd'hui du tout dans cette subtilité, et je dirais dans ce courage politique à long terme. Les valeurs de la France, les valeurs notamment de liberté, qui sont évidemment honnies par les fondamentalistes islamistes, qui, au travers de ces attentats, ont déclaré la guerre à notre pays. La guerre, hein, vous dites la guerre. Oui, je l'ai dit tout de suite. Il s'agit d'une guerre. Les Français attendent de l'action, ils attendent des décisions, et je crois que le plus tôt sera le mieux. Elle est plus dans une espèce de réaction à court terme, et je le dis de plus en plus aujourd'hui, j'ai peur qu'elle n'ait pas le niveau pour comprendre les enjeux de demain, et qu'elle est déjà en train d'accepter malgré elle le rôle de la battue inéluctable et définitive du prochain deuxième tour des présidentielles. Moi je crois que Marine Le Pen aujourd'hui, qui a beaucoup de talent, qui a compris les deux piliers qui pouvaient la faire avancer, qui sont la lutte contre le mondialisme économique, qui n'est pas d'ailleurs la mondialisation, et la lutte identitaire. Elle a pris ces deux piliers, sont deux vecteurs gagnants. Elle les additionne, bien qu'ils soient parfois un peu contradictoires, puisque c'est lutter contre le néolibéralisme mondialisé, tout en validant le conflit de civilisation, ce qui à un moment donné posera des problèmes de cohérence. Elle a le droit de dire ça si, face à l'histoire, en tant que soi-disant héritière de l'extrême droite, qui est un terme très abusif, elle porte la responsabilité historique de la montée de l'anti-islam. Le Front National aujourd'hui porte l'anti-islamisme, alors qu'il pourrait s'arrêter à l'anti-immigrationnisme, qui était leur vrai discours. Il y a des musulmans aujourd'hui en France parce qu'il y a trop d'immigrés, d'une certaine manière. Si on veut lutter contre l'islam, il faut lutter contre l'immigration. Or, la droite patronale montre les musulmans du doigt, mais est pour l'immigration, pour faire du dumping social et jouer à la baisse sur les salaires, comme le dit aujourd'hui Zemmour. Et la gauche aujourd'hui est schizophrène parce qu'elle défend l'immigré, mais elle montre le musulman du doigt au nom de la défense de la laïcité. Ce qui veut dire protéger l'immigré d'un côté, qu'elle attaque de l'autre. Car l'immigré et le musulman, c'est la même personne. Donc on a mensonge de la droite patronale, schizophrénie de la gauche bobo, et derrière, Marine Le Pen porte la responsabilité historique de faire monter un anti-islamiste qui est voulu par tous les autres, mais parce que les autres ne veulent pas avoir du sang sur les mains. Voilà. Oui. Alors il y a plusieurs choses troublantes, il y en a beaucoup de choses troublantes, mais si on veut être très sérieux, les choses les plus troublantes, c'est comment deux, je dirais, voyous de banlieue islamisés sur une ligne takfirite pouvaient savoir le jour où il y aurait tous les gens de Charlie Hebdo réunis. Les terroristes ont attaqué à l'heure de la conférence de rédaction, le mercredi matin, le seul moment de la semaine où toutes les grandes signatures du journal cogitent autour de la même table. Comment ces deux frères-là ont pu avoir cette information? Ce n'est pas évident, il faut qu'on leur ait donné. Qui a pu la leur donner? Et qui le savait? Voilà, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Ceux qui le savaient sont ceux qui étaient chargés de sécuriser Charlie Hebdo et qui d'ailleurs les sécurisaient de moins en moins. Et il a bien fallu que quelqu'un apporte cette information à ces deux frères. Des témoins qui habitent à côté nous ont dit qu'il y a encore quelques mois, il y avait un fourgon de police qui était devant la rédac de Charlie et qu'il avait disparu en septembre-octobre. Alors, il y avait aussi des policiers qui protégeaient les dessinateurs et puis la protection de Luz, par exemple, ou d'autres dessinateurs avait été levée il y a 1 an. On voit bien que les terroristes ont agi au moment où c'était le plus simple pour eux de le faire.
Deuxième question que je me suis posée immédiatement et que j'ai vérifiée depuis, comment le ministre de l'Intérieur actuel, qui n'est jamais que, comment dirais-je, celui qui a remplacé Manuel Valls, pouvait-il savoir, en regardant les images que nous découvrions tous au moment où l'opération de Charlie Hebdo se passait, qu'il y avait 3 terroristes et non pas 2, car il n'y en avait que 2. En tout cas, il y a un sang-froid terrible, absolu, des 2 gars qu'on voit sur la vidéo, parce que moi, le 3e, Personne ne le voit, oui. Ouais, moi, on voit que 2, mais la police dit qu'il y en a 3. Ah non, il y en a peut-être 3, hein. L'enquête nous apportera certainement plus d'éléments au fur et à mesure que... Or, il savait déjà qu'il y avait Koulibaly. Mais également neutraliser le plus rapidement possible les 3 criminels qui ont été à l'origine de cet acte barbare. Le procureur dit ce soir qu'il recherche 2 personnes. Et nous, sur la vidéo, on en voit 2 clairement. Je ferai remarquer incidemment, pour ne pas aborder des choses étranges quand on regarde les images, notamment de la manière dont Koulibaly est sorti de sa cachette. Vous regarderez les images, image par image, vous découvrirez des choses très étranges, mais je veux même pas aborder ce genre de sujet. Je fais remarquer que le type qui a, comment dirais-je, enrégimenté tous ces gars-là, qu'on appelait le réseau des buts de Chaumont, l'imam des buts de Chaumont. Abou Abdallah, le nom que s'est attribué Farid Benyettou, un prédicateur du 19e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, Farid Benyettou est en prison. Les juges antiterroristes le soupçonnent d'avoir organisé le départ d'une dizaine de ses fidèles pour l'Irak. On découvre aujourd'hui que ce type est apprenti stagiaire infirmier à l'hôpital de la Salpêtrière, à Paris. Donc on nous montre des gens qui sont des dangereux djihadistes, soi-disant sous contrôle, qui sont entièrement recyclés dans la fonction publique. J'ai un casier judiciaire qui est dur à assumer. Dans mon casier judiciaire, il y a écrit terroriste. Je pense que ça doit être vraiment le pire casier qu'on puisse avoir. Malgré ça, on m'ouvre des portes. Malgré ça, quand je demande des aides, quand j'ai demandé une bourse, on me l'a accordée. On m'a jamais discriminé. Jamais, jamais. Bien au contraire, on m'a aidé. On m'a montré qu'on était avec moi, qu'on croyait, que c'était possible de tourner la page et... C'est-à-dire que là, on va pas reparler de l'affaire Mera, etc. On a des gens qui sont soi-disant des terroristes dont on avait soi-disant perdu le contrôle et dont on découvre que certains ont eu des reportages sur eux. Un avis, une référence, c'est ce que recherchait ce garçon, Chérif Kouachi. Nous le voyons sur ces images d'un film associatif tourné durant l'été 2004. Chérif a alors les rêves de beaucoup de jeunes du quartier. C'est un fan de rap, plus prêt à profiter de la vie et des jolies filles que d'aller à la mosquée. Dont ont même croisé physiquement Sarkozy. Cet article du 15 juillet 2009 du Parisien où on apprend que ce jeune homme de Grigny avec 8 autres collègues en alternance chez Coca-Cola à Grigny, était reçu ce jour-là par Nicolas Sarkozy. Donc on imagine qu'il avait été un peu choisi, il avait été choisi, considéré comme emblématique. Tous ont un passé qui a été à un moment donné médiatisé, ça veut dire qu'ils ont tous été dans la main intégralement de l'État profond. On infiltre les milieux radicaux, qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, islamistes, tout ce que vous voulez, ultra-religieux. On les infiltre, on détecte par des méthodes qui sont parfaitement rodées psychologiquement les profils susceptibles d'aller jusqu'au bout de l'acte. On canalise l'énergie de ces gens-là, on les amène jusqu'à la réalisation des attentats en les orientant. Et puis ceux qui ont préalablement infiltré les cellules, qui appartenaient au service étatique, disparaissent dans la nature. Et là, le troisième élément étrange, c'est que un flic de haut niveau, je crois que c'était un commissaire, c'est pas un simple flic, qui avait en charge l'enquête sur Charlie Hebdo, le jour même du lancement de l'opération, se suicide avec son arme de service à Limoges. Les médias font très peu ce genre de lien. Comment se fait-il que ce policier qui était en charge à haut niveau de l'enquête sur Charlie Hebdo se suicide le jour même de l'attaque des frères Kouachi, j'ai du mal à retenir le nom, peu importe, se suicide le jour même avec son arme de service. Ça, ce sont des questions pertinentes à poser. Elric Fredoux était chargé de rédiger un rapport sur l'entourage familial de Charlie Hebdo. Panamza a recueilli le témoignage troublant de sa famille. Mon frère était quelqu'un de calme, avec un grand esprit de discernement selon son formateur. Il avait lui-même trouvé 2 suicidés dont l'un à Melun et avait dit à maman « Je te ferai jamais un truc comme ça, à savoir me tuer et te laisser seul. » Il n'était pas dépressif. Mon frère était chez lui ce soir-là et comme il était de permanence, ils l'ont appelé et il est venu au commissariat vers 23h30. La journée avait été très tendue selon ses collègues. Des policiers de Paris étaient présents dans la soirée.
Il devait rédiger un rapport, mais il y a eu des frictions, je ne sais pas sur quoi. Il leur a dit qu'il devait passer de toute urgence un coup de téléphone, et comme ils ont vu qu'il ne revenait pas, un collègue est allé le chercher à son bureau et l'a découvert mort. Pas de courrier laissé ni de plaque sur son bureau. La famille de victimes domiciliée aux environs de Châteauroux, selon les journalistes de Limoges, n'est jamais explicitement identifiée dans les rares articles faisant état de la mort d'Elric Fredou. Curieuse omission. Un simple recoupement basé sur la consultation de la presse locale permet de déduire qu'il s'agit des parents de Jeannette Bougrab, militante UMP qui affirme aujourd'hui avoir été la compagne du directeur assassiné de Charlie Hebdo. Fait démenti par la famille de Charb et ses amis. Panamza, le 16 janvier 2015. Oui, ce qui est assez étrange aussi, c'est l'incroyable rapidité de réaction, comment dirais-je, des réseaux impériaux et sionistes. Le jour même, à Paris, les abribus étaient entièrement recouverts de publicité pour la chaîne israélienne sioniste, plus qu'israélienne d'ailleurs, financée par Monsieur Drahi, qui a récemment racheté SFR et qui vient de racheter l'Express, hier, de Monsieur Barbier à Écharpe Rouge. Les médias, c'est l'autre versant de la conquête de Patrick Drahi. Au printemps 2014, alors qu'il se bat contre Bouygues dans le rachat d'SFR, l'homme d'affaires fait sa première incursion dans la presse et part à la rescousse de Libération. Le patron de Numéricable, qui reprend aujourd'hui l'Express, aurait aussi déposé une offre sur Radio Nova. Patrick Drahi lui a mis 10 à 20 millions d'euros sur la table pour reprendre l'Express. Christophe Barbier, le directeur, est bien parti pour rester aux commandes. Et Monsieur Drahi, je rappelle, est un Français de confession juive qui a renoncé à sa nationalité française, qui paye ses impôts en Suisse et qui est un sioniste et un Israélien de combat. Comme le résumait le quotidien économique israélien Globe, 3 mai 2009, si Drahi investit en Israël, c'est parce qu'il est sioniste. Ce qui est certainement très exact puisque c'est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui souhaitait depuis 2010 la création d'une telle chaîne d'information en continu. Pour l'opération Bordure protectrice de l'été 2014, I24 News délocalisera spécialement son 20h sur les hauteurs d'Ashkelon avec une vue imprenable sur Gaza. Parallèlement, sollicité par le principal actionnaire de Libération, Bruno Ledoux, Patrick Drahi a largement contribué à la recapitalisation du quotidien ex-gauchiste en investissant 4 millions d'euros en avril dernier, puis 10 millions d'euros le 31 juillet suivant, devenant ainsi actionnaire à 42,5% de Libération. En mai 2013, Patrick Drahi faisait savoir par une sommation juridique de son avocat Alexandre Marc, du cabinet Franklin, qu'il ne souhaitait pas figurer dans le classement Challenge des 500 premières fortunes françaises. Monsieur Drahi a pris la nationalité israélienne et renoncé à la nationalité française. La perte de la nationalité lui est définitivement acquise. Il ne s'agit pas d'une double nationalité franco-israélienne. Comment peut-on avoir le jour même de ces attentats une campagne d'affichage en place dans les abribus? Petite remarque, d'ailleurs, M. Drahi est également actionnaire majoritaire, je crois, de Libération. Hein. Oui, bien sûr. Libération, il y a quelques années, je disais Libération Rothschild, un peu comme on dit gauche caviar. Mais aujourd'hui, Libération, de par son actionnariat majoritaire, est un journal israélien. Hein. Il faut bien le rappeler. De même que Charlie Hebdo était un journal néoconservateur, donc d'extrême droite. Hein. Parce que c'est celle-là, la vraie extrême droite. C'est pas celle que montre du doigt M. Aziza, qui d'ailleurs se répand sur les réseaux sociaux en ce moment, sans avoir peur de procès qui pourrait le faire condamner immédiatement, incite au meurtre contre moi, ouvertement, en exigeant, en prétendant faire le lien entre ces islamo-racailles que je combats depuis des années et qui m'ont valu des agressions, rappelez-vous notamment. Rendez-vous en discutant une bonne fois pour rendez-vous avec toi, j'ai déjà vu. Il y a des choses qui sont été dites. Prends-moi ton numéro. S'il vous plaît. J'ai été menacé par ces islamo-racailles depuis des années. Hein. Rappelons-nous Sirat Aliza et ces guignols qui étaient entièrement dans les mains de la police, hein, déjà à l'époque. J'ai une vraie culture de tout ça. Hein. Je suis aujourd'hui désigné par à la fois un espèce de dingo là qui s'appelle Robin, c'est ça, par Jean Robin et par Aziza, comme peut-être l'instigateur de l'attaque de Charlie Hebdo.
Hein, on prétend que c'est sur les réseaux sociaux. Et un type comme Aziza, avec qui je suis en procès en appel en ce moment, hein, appelle à ma liquidation physique sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas un extrémiste marginal, c'est un type qui pose des questions au premier rang au président de la République. Frédéric Aziza, LCP, il y a du son. LCP et Radio J. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser une question à propos de ce qu'on appelle l'affaire Dieudonné. Qu'est-ce qui est le plus dangereux, pour vous et pour la société française? C'est le fait que Dieudonné veuille fédérer avec Alain Soral une France antisémite, black, blanc, beurre.